Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Et après 2 jours d'audience, la sentence n'est pas tombée pour l'ex-secrétaire général de l'UGTG, Élie Domota. Le délibéré est repoussé au 28 juin prochain et le procureur a d'ores et déjà requis 3 000 € d'amende à l'encontre du leader syndical. Pour la défense, le parquet est en difficulté avec ce dossier vide sur un homme à abattre. On écoute. Elle est mise en délibéré après 2 journées d'audience, puisqu'en réalité ce procès a duré 2 journées en continuité. Et la démonstration qui est faite au terme de ces 2 journées d'audience, après l'audition des témoins, après les plaidoiries de la défense, de toute la défense, c'est qu'en réalité, l'accusation ne tient absolument pas. C'est tellement vrai qu'à l'audience d'aujourd'hui, le procureur de la République a tenté une extension des faits, c'est-à-dire de dire au tribunal de se dire saisi au-delà de sa saisine pour des faits prétendument plantés, existants dans le dossier et qui démontrent en réalité le malaise du parquet. Ce dont on s'était déjà rendu compte lors de la première audience, parce que le parquet avait tenté d'obtenir le renvoi, un supplément d'information, un sursis à statuer. Il est vrai que juridiquement, on avait du mal à comprendre ce qui se passait, mais on comprenait une chose, c'est que le parquet était en difficulté dans le dossier monté contre Élie Domota. La réalité pour nous, c'est qu'Élie Domota est un bouc émissaire. C'est l'homme à abattre parce qu'en réalité, il symbolise trop de choses. Il est le porte-voix, le porte-drapeau de bien trop de paroles et de bien trop de Guadeloupéens. Et que c'est une manière aussi de tuer le mouvement. C'est une manière de tuer le mouvement, de l'essouffler et pire, de l'humilier. Parce que quand on met Élie Domota par terre, c'est l'ensemble des Guadeloupéens que l'on veut humilier. Le symbole est extrêmement fort. La mise à terre d'un homme et le menottage comme on l'a vu, et l'agression telle qu'on l'a vu dans les vidéos. Et il y a un décalage total entre ce que dit le parquet, ce que dit la vidéo et ce qu'est la réalité de ce dossier qui en réalité n'existe pas. Alors il faudra à un moment ou à un autre que la justice fasse son œuvre et dise à Élie Domota qu'il n'est pas coupable de violence policière. Et je vais aller plus loin. Il y a un juge d'instruction qui est actuellement saisi des violences policières qui ont été exercées contre Élie Domota et il va falloir que cette instruction se poursuive et mette en cause la responsabilité des uns et des autres, c'est-à-dire de ceux qui, le 30 décembre 2021, ont frappé, gazé, mis à terre Élie Domota parce qu'il voulait mettre à terre un mouvement et un symbole guadeloupéen. Un reportage signé Olivier Félix. Et les négociations se poursuivent tant bien que mal au syndicat de gestion de l'eau de Guadeloupe. Pour le président Jean-Louis Francisque, il est impératif que les EPCI lui procurent les arrêtés de transfert des salariés. Et pour ce qui est de l'accord de substitution, une première rencontre devrait avoir lieu dans les jours à venir. On l'écoute au micro de Michel Depape. Donc sur les 3 points de revendication, nous avons pu avancer et porter déjà les premières réponses. Notamment, le syndicat mixte s'est engagé à pouvoir, au 8 juin, transmettre les arrêtés d'intégration aux agents, considérant que les EPCI, et chacun devra prendre donc ses responsabilités pour nous fournir aussi leurs arrêtés de transfert au profit du SMGAG. Donc c'est la pièce capitale, c'est elle qui manque.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés. Nous avons insisté auprès des présidents de PCI pour que chacun agisse aussi pour que ce dossier soit définitivement réglé. S'agissant de l'accord de substitution, aujourd'hui, comme cela a été prévu, donc il y aura cette première rencontre qui nous permettra de poser les bases et ensuite les organisations syndicales en compagnie des différents administratifs vont pouvoir travailler sur le sujet. Donc nous estimons que aussi bien les organisations syndicales que nous avons pu travailler en sérénité et je souhaite et j'espère que cela puisse se poursuivre et pour que le résultat soit au profit de la population de la Guadeloupe qui a tant besoin qu'on puisse se mettre à l'œuvre s'agissant de la gestion de l'eau. Voilà. Donc, prochaine date butoir, le 8 juin prochain. Et les personnels d'éducation affiliés au SNUPP FSU étaient en congrès pour élire leur bureau et définir leur stratégie pour cette deuxième mandature d'Emmanuel Macron. Le reste en images. C'est le moment névralgique de notre organisation syndicale puisque depuis hier, nous sommes en congrès statutaire. Et le SNUPP, qui est le syndicat majoritaire dans le premier degré en Guadeloupe, aussi en France, mais très majoritaire en Guadeloupe, a, pendant ces 2 jours, a désigné ces nouvelles instances que sont le conseil syndical, le bureau et le secrétaire général. Premièrement, depuis hier a été réélu le nouveau conseil syndical et le nouveau bureau, ainsi que le nouveau secrétariat général. Et puis j'ai la chance, l'honneur d'être réélu secrétaire général du SNUPP, FSU. Donc nous repartons pour 3 ans. Et évidemment, dans cette période qui est très particulière, avec des attaques de toutes parts par le gouvernement, tous les services publics en sont conscients, il va nous falloir batailler encore plus, être beaucoup plus solidaires, beaucoup plus sérieux, même si nous le sommes déjà, et surtout beaucoup de formation pour pouvoir appréhender les nouvelles donnes qui nous sont offertes. C'est aussi le 10e congrès, mais c'est le 30e anniversaire du SNUPP au niveau national et chez nous aussi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de façon symbolique, nous avons invité les anciens secrétaires généraux de la Guadeloupe, que sont José Sévérien, Alain Lapoal et puis Laurent Log. Et pour montrer qu'il y a une continuité et que ce n'est juste, les choses n'arrivent pas comme ça. Si aujourd'hui nous sommes aussi bien vus dans toutes les écoles de la Guadeloupe, si nous sommes premiers dans l'espace, j'ai envie de m'exprimer ainsi, enseignants, tous syndicats confondus, premier, second degré, le SNUPP FSU, le syndicat qui est le plus important, ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu des personnes avant et j'ai voulu mettre en exergue avec mon équipe cette possibilité de pouvoir reconnaître le travail qui a été fait. Et il y a du nouveau à l'éducation nationale, à commencer par le nouveau ministre Pape Ndiaye. Cet historien spécialiste des États-Unis et des minorités, maître de conférences et directeur du musée de l'histoire de l'immigration. Une nomination d'un afro-descendant qui ne passe pas inaperçu, vous le savez, dans un pays quand même au relent assez raciste. En tout cas, il déplorait depuis 2008 le manque de diversité dans le paysage politique. Et maintenant, on va à la rencontre de Justine Bénin, qui elle est nommée secrétaire d'État à la mer. Une nomination surprise, visiblement. On l'écoute. On n'a pas le Bénin ? Eh bien, on dit bonjour finalement à Yaël Braun, nouvelle ministre des Outre-mer, députée de la 5e circonscription des Yvelines, ancienne présidente de la commission des lois à l'Assemblée. Elle se définit comme issue de l'immigration slave, juive, polonaise et juive allemande, avec des grands-parents entrés en France avec des visas de touristes. Et visiblement, ces quelques visites sur nos territoires et sa mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, qui s'est jouée en 2021, pour le 3e scrutin en tout cas, eh bien, ces escapades ont fait d'elle une bonne candidate pour gérer les spécificités ultramarines.
Et on part maintenant pour la 21e édition du prix Carbet des lycéens. Et les jeunes ont porté leur choix sur l'ouvrage d'Émilie Prophète, Les villages de Dieu, qui met en exergue la violence banalisée à Port-au-Prince. Elle nous raconte l'histoire de Célia, une adolescente prostituée un jour, influenceuse un autre pour survivre. Une vie dramatique qui a su parler au jury. Le reportage d'Olivier Félix. Ce livre arrivait, selon nous, à décrire ce qui se passait vraiment en Haïti. Il nous a plongé dans un monde de réalité, d'une triste réalité, d'une profondeur inouïe. Ce livre était vraiment époustouflant. On pouvait vivre avec le personnage principal toutes les émotions, toute la misère d'Haïti en fait. Et c'est ce qui nous a beaucoup plu. Ce prix Carbet des lycéens est très très important pour moi dans la mesure où c'est une combinaison d'esprits de toutes les îles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Haïti, de toutes les îles francophones. Le jury vient de ces différentes îles. C'est un prix sincère comme je l'appelle parce que c'est un prix qui vient de lycéens, de personnes très jeunes qui ont lu un livre et qui l'ont aimé et au milieu d'autres livres, donc c'est un prix extrêmement important. Les prix octroyés par de très jeunes personnes, des lycéennes, des lycéens, sont des prix extrêmement importants et marquants dans la carrière d'un écrivain, d'une écrivaine. On sait ce qui se passe en Haïti en ce moment, effectivement, des choses assez malencontreuses, on va dire. Donc oui, cela nous a beaucoup aidé à choisir ce livre. Il savait transmettre vraiment ce qui se passait. C'était vraiment très réaliste. Donc voilà, oui, ça nous a beaucoup aidé. Ce qui m'y a poussé, c'est sans doute l'actualité de mon pays, l'envie de dire, et parce que il y a tellement de Célia que je vois tous les jours et dont j'entends les voix et quand elles s'expriment, quand elles parlent de leur pays, et je vois aussi ce qu'elles disent dans leurs yeux. Donc j'ai eu envie de faire parler Célia et aussi de faire dire ces quartiers difficiles qui sont dans la périphérie du département de l'Ouest. Puis le livre, il est entré en moi, il est venu et il existe. Maintenant, il n'est plus à moi. Il est aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, à tous ceux et à toutes celles qui lisent et qui ont envie, qui ont cette envie d'entendre l'autre, cette envie d'entendre à la fois les murmures et les fureurs des quartiers populaires de Port-au-Prince. Et maintenant, retour sur les déclarations de Justine Bénin, fraîchement nommée secrétaire d'État à la mer. C'est un immense honneur qui m'est fait et je mesure le poids des responsabilités qui m'incombent désormais. En ce moment, je pense à la population moulienne, spécifiquement la population des grands fonds de Château-Gaillard, de la Mineure, de mes voisins, de l'ensemble de ceux qui m'ont vu naître et qui m'ont accompagné, mais aussi la population de la 2e circonscription. Et au travers de ce choix, eh bien, c'est la Guadeloupe qui est honorée. C'est un signal fort envoyé pour l'ensemble de la population guadeloupéenne. Être à la mer, eh bien, ce sont des enjeux stratégiques, des enjeux, mais vraiment de développement pour nos territoires des Outre-mer. Eh bien, c'est le développement économique, mais aussi le développement de l'énergie, le développement touristique, mais aussi pour la France, parce que c'est grâce à sa surface maritime eh bien, que la France est présente au niveau de l'ensemble du globe. C'est une surprise pour moi. C'est une surprise et je pense qu'aujourd'hui, pour la Guadeloupe, c'est un signal fort. Aujourd'hui, je suis en course pour les législatives. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai ma grande déclaration de candidature avec l'ensemble des amis, avec l'ensemble des militants qui m'ont toujours accompagné, qui m'ont toujours porté. Nous sommes au combat. Un combat avec toute la hargne et la détermination que la Guadeloupe me connaît. Merci. Et après Jarry et Pointe-Noire, la région Guadeloupe inaugure la nouvelle déchetterie de Bouillante. Un nouvel équipement qui devrait faciliter la gestion des déchets sur ce territoire. Le reportage de Charlie Dagonia. Oui, nous l'avons dit, et je tiens à saluer vraiment le travail réalisé par Mme Gustave Duflo. J'y tiens parce que c'est elle qui mène ce projet.
2035 zéro déchet. Nous sommes sur la troisième inauguration, après Jarry et les Baboulal, après Pointe-Noire, aujourd'hui Bouillante. Nous aurons bientôt Terre de Haut, Terre de Bas et Baïf, ensuite Goyave et Petit-Bourg. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Nous avons dit, nous faisons aujourd'hui, c'est ça le travail de l'équipe régionale que je conduis. Dire et faire, même si avec la crise ça a pris du temps, mais on se donne les moyens pour pouvoir satisfaire la population. Et je le disais dans mon discours, rappelez-vous, il y a quelques années, beaucoup de communes étaient en déficit, on parlait de déficit à gauche, à droite des collectivités et aussi des EPCI. Aujourd'hui, on entend beaucoup de communes maintenant qui ont une bonne santé financière parce que la région prend beaucoup de chantiers en maîtrise d'ouvrage, des routes, des constructions, des écoles. Nous avons la construction de 8 écoles, 16 déchetteries prévues, des aménagements, notamment à Marie-Galante, à Grand-Bourg, à Capester, qu'on a transformé. Donc ces communes n'ont pas à mettre en place ces dépenses parce que la région prend en place. Et bien voilà, nous travaillons pour la population et c'est une aide pour la population. Hier, en commission permanente, ce sont sur le carburant que nous avons pris des décisions, donc nous sommes fiers aujourd'hui. Depuis 2014, quand même, on essaie de renforcer l'attractivité du territoire et par conséquent, ça passe également par l'environnement, j'allais dire la lutte contre les décharges sauvages. Et donc un tel équipement manquait sur le territoire. Mais pas seulement pour Bouillante, mais l'ensemble du Sud Caraïbe, puisque cette déchetterie-là, elle sera mutualisée avec Vieux Habitants. Et probablement, il y a des gens de Pointe-Noire qui viendront aussi. Donc c'était très fortement attendu. Et puis ça a permis de redonner de la valeur à ce site-là, puisque comme on l'a dit, avant le démarrage des travaux, c'était une décharge à ciel ouvert ici. 360 tonnes de déchets ont été retirés avant le démarrage des travaux. Donc c'est pour cela que sur le site, pour ceux qui vont venir, ils verront qu'il y a un merlon qui a été fait. Donc c'est une encapsulation des déchets qui ont été retirés du sol. Voilà, donc ça c'est la particularité de cette déchetterie, sinon ça reste une déchetterie classique avec une plateforme haute, 6 bennes à quai pour les déchets verts, les encombrants, les cartons, les gravats et une plateforme basse avec des déchets moins volumineux, l'huile, les emballages ménagers recyclables, le verre et aussi une zone pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Oui, c'est vachement moderne et puis ce sera, j'allais dire, pratique pour le particulier puisque c'est une déchetterie pour les administrés, pour les particuliers. Donc aujourd'hui, j'allais dire, hormis celles et ceux qui ont des difficultés pour se déplacer, et là, on verra dans quelle mesure on peut les accompagner, tout un chacun peut venir ici pour déposer ses déchets. L'école élémentaire de Blanchette-Gourbert, elle organise des classes nature sur son territoire. Une bonne manière pour les jeunes de découvrir leur environnement, ses spécificités et les bestioles qui y vivent. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des abeilles, ces insectes qui maintiennent la vie sur Terre finalement, et à qui on ne fait pas de cadeaux. D'ailleurs, on va le payer très certainement dans les années qui viennent, mais bon. Et les enfants, en tout cas, ont été à la rencontre et découvrir les différentes espèces, puisqu'il n'y en a pas qu'une, n'est-ce pas? Le reportage. Mondiale des abeilles, donc on parle des insectes et des abeilles. Donc on est sur Gourbert et on profite de cet endroit où il y a pas mal de fleurs et notamment des fleurs sauvages, en tout cas intéressantes pour les insectes d'hiver et notamment pour les abeilles sauvages aussi, puisqu'il y a des abeilles domestiques et des abeilles sauvages dont on ne parle pas assez malheureusement parce que pour la biodiversité c'est très intéressant. On a 3 ateliers, il y a un atelier pour ce qu'on appelle la chasse aux insectes, mais bon c'est une chasse dont l'objectif est l'observation et le relâcher immédiat. Il y a un autre atelier qui est la chasse aux plantes. Donc là, c'est pareil, on ne va pas aller couper les plantes. Il s'agit juste de savoir les reconnaître pour justement pouvoir éventuellement les favoriser dans son jardin. Et puis, le 3e atelier, c'est sur la pollinisation. Nous avons un projet qui court sur 5 ans sur la biodiversité au niveau de l'école. Nous savons l'importance des abeilles aussi pour notre environnement et la survie de l'humanité. Et donc, les emmener ici à Gourbert, dans leur commune, c'est important. L'éducation à l'environnement démarre dès le jeune âge et pour pouvoir poursuivre après. Donc, ce sont nos ambassadeurs de la biodiversité à Gourbert. Il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup de choses qui se disent à la télé, mais qui ne concernent pas nos propres territoires. Donc, il y a beaucoup de confusions qui se font, et notamment par rapport aux abeilles. C'est intéressant qu'ils puissent voir que sur à côté de chez eux, il y a pas mal d'abeilles différentes et qui n'ont rien à voir avec celles dont ils entendent parler à la télé, et que ça peut être tout aussi intéressant et que les mécanismes peuvent varier aussi en fonction de l'endroit où on se trouve. Et à l'occasion du Mai des Mémoires aux Abîmes, les scolaires sont invités à en apprendre un peu plus sur l'histoire et leurs ancêtres.
Le reportage. Nous initions les enfants à leur histoire. Depuis 2 ans, M. Renette accompagne les enfants dans le cadre de conférences qu'il met en place pour leur apprendre leur histoire depuis ce qu'on dit, entre guillemets, la découverte de la Guadeloupe jusqu'à nos jours. Et c'est très intéressant parce que les enfants en amont ont travaillé avec leurs professeurs et ils viennent ici dans le cadre de cette conférence. Ils posent des questions, c'est un échange entre les conférenciers parce qu'ils sont plusieurs, les conférenciers et les enfants. Je viens de transmettre, et je le fais depuis des années, sauf que cette année, la ville a souhaité, je dirais, regrouper en même lieu plusieurs classes. Mais l'an dernier, par exemple, en 2021, à la demande de la ville des Amis, et toujours de façon bénévole, nous avons donc été dans plusieurs établissements scolaires, où on a reçu plusieurs classes, avec, je dirais, les mêmes éléments de sensibilisation. Et ce qui est important ici, c'est surtout la partie questions-réponses. Que les enfants découvrent qui ils sont, d'où ils viennent, et surtout aient une certaine fierté en sachant qu'ils ne sont pas descendants d'esclaves, mais descendants d'hommes et de femmes réduits en esclavage, mais que dans notre histoire, nous n'avons pas été que réduits en esclavage, nous avons été aussi des hommes et des femmes qui ont pris les armes en 1802 pour défendre la liberté, que voulait remettre en question Napoléon, qui a envoyé ici le 6 mai 1802 une escadre dirigée par lui, je pense, pour établir l'ordre de l'esclavage, alors que la Guadeloupe était à l'époque gouvernée par Delgrès et Ignace. Monsieur Renette, c'est un passionné de l'histoire de la Guadeloupe et c'est intéressant parce qu'il est à la portée des enfants et les enfants posent aussi des questions intéressantes. Lorsqu'on connaît son histoire, lorsqu'on peut en être fier, eh bien, aujourd'hui, on peut se projeter. Mais si on estime que nous sommes vraiment des gens sans importance qui avons été juste vendus et achetés par notamment la seconde abolition de l'esclavage, qui est un rachat en fait, eh bien, on n'a pas d'estime de soi. Et nous pensons qu'il faut aujourd'hui que ces hommes, ces jeunes, puissent, pour être des citoyens, je dirais, bien formés, avoir la connaissance de leur histoire. On est beaucoup plus fort lorsqu'on connaît son histoire et on dit souvent que lorsqu'on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.